Si seulement ces idiots pouvaient eux-mêmes se retrouver à la tête d'une de leurs stupides offensives. Voici une idée qui a probablement traversé l'esprit de plus d'un soldat plongé dans l'enfer de la Somme, de l'Isonzo ou du chemin des dames, en pensant aux hauts gradés, les envoyant jour après jour dans des attaques aussi insensées que meurtrières. Dans la première vidéo, nous avons vu 5 exemples de généraux ayant sévi durant la guerre de 14-18 et qui ont constitué un danger davantage pour leurs propres soldats que pour l'ennemi. Ici, nous allons passer en revue 4 nouveaux commandants qui se sont distingués par leur incapacité à commander, leur brutalité, leur arrogance et leur mépris pour la vie humaine. Et oui, cette fois-ci, nous allons parler du général Nivelle. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que bien évidemment, cette liste est totalement subjective, que je grossis le trait, que chacun de ces personnages est bien plus intéressant que ce que j'en dis. En fait, je les choisis surtout parce que je les trouve représentatifs d'une époque, d'un contexte et de travers qui lui sont liés. Et maintenant que j'ai dit ça, je vais immédiatement me contredire avec le premier, qui est une sorte d'anomalie, un objet commandant non identifié, si vous voulez, parce que vous allez comprendre. Maximilian Wilhelm Gustav Moritz von Prittwitz und Gaffron, né en 1848, issu d'une vieille famille aristocratique prussienne. Il sert dans une période charnière dans la montée en puissance de la Prusse et de l'unification allemande. Il prend part à la guerre austro-prussienne de 1866 et participe à la bataille de Sadowa. Officier pendant la guerre franco-prussienne, il participe au siège de Paris et reçoit la Croix de Fer. Au début de la Première Guerre mondiale, Prittwitz commande la 8e armée, chargée de défendre la Prusse orientale d'une possible attaque russe. La stratégie allemande, au début du conflit, s'articule autour du plan Schlieffen, qui a pour principe de concentrer les forces sur le front ouest pour mettre la France hors de combat en l'envahissant dans un immense mouvement de contournement via la Belgique, puis de se retourner contre la Russie, qui, on le pense, aura besoin de plus de temps pour mobiliser ses troupes du fait d'un réseau ferroviaire inachevé. Sur le front est, au tout début de la guerre, les Allemands sont supérieurs au nombre, en infanterie et en artillerie, mieux préparés et mieux ravitaillés que les Russes, qui mettent plus de temps pour y rassembler une force cohérente. Une grande partie des troupes russes présentes sortent épuisées de 6 jours de marche forcée pour arriver, alors que les Allemands ont été acheminés par train. Les seconds de von Prittwitz sentent la faiblesse de l'ennemi et veulent l'exploiter. Après quelques escarmouches, ils lancent une offensive de manière impulsive et engage la bataille de Gumbinnen. L'artillerie russe cloue sur place cette attaque et force une partie des troupes à se replier en désordre. Voyant cela, Prittwitz panique complètement et ordonne un repli général à l'ouest du fleuve de la Vistule, à presque 300 km de là, et ce malgré l'apparent manque de volonté du général russe Rennenkampf pour poursuivre les fuyards, abandonnant ainsi la quasi-totalité de la Prusse orientale aux Russes, le berceau du militarisme allemand. Ce que l'état-major juge inacceptable et à juste titre. Donner autant de territoire à l'ennemi, aussi facilement, dès le début du conflit, mais alors ce serait une catastrophe dont l'Allemagne aurait bien du mal à se relever. Prittwitz est remplacé au commandement de la 8e armée par Paul von Hindenburg, à la fin du mois d'août 1914. Hindenburg et son subordonné, Ludendorff, mettent fin à l'attaque russe lors des victoires de Tannenberg, puis au lac Masur. Mais ce faisant, le chef d'état-major, Moltke, doit également retirer 2 corps d'armée complets du front de l'Ouest, où les masses allemandes ont commencé à déferler, et les transférer en urgence en Prusse orientale, ce qui contribue à l'arrêt des troupes allemandes sur le front de France lors de la première bataille de la Marne en septembre 1914. Pendant ce temps, Prittwitz s'est mis à la retraite à Berlin, où il vivra encore pendant 3 ans avant de succomber d'une crise cardiaque. Vous voyez, il dénote quand même pas mal dans une guerre où on caricature les généraux comme des brutes épaisses qui envoient leurs hommes à la mort sans autre forme de procès. Bon, vous me direz, c'est pas non plus une manière de gagner la guerre. Pour le suivant, changement d'ambiance total, accrochez-vous bien. C'est probablement le pire de tous ceux que j'ai évoqués en tenant compte également de la première vidéo que j'avais réalisée. Enver Pacha, né à Constantinople le 22 novembre 1881. Son père veut qu'il ait la meilleure éducation possible. Il l'envoie donc effectuer une partie de ses études en Allemagne. Ismail Enver reçoit une formation militaire moderne dans la garde prussienne. Là, il voit le décalage entre la puissance de la nation allemande, son dynamisme, sa modernité, et l'Empire ottoman en plein déclin et crise identitaire
qui a raté le tournant de l'industrialisation et apparaît désormais comme l'homme malade de l'Europe. En 1906, Enver rejoint le mouvement des jeunes Turcs, un groupe politique qui veut réformer et moderniser l'Empire ottoman, multiethnique, multiculturel, autour de la nation turque et de l'islam. Il organise un premier coup de force militaire qui force le sultan à mettre en vigueur une constitution qui fait de l'Empire une monarchie constitutionnelle. Puis en 1913, il lance un coup d'État, envahit le siège du gouvernement avec une cinquantaine de partisans et constitue un triumvirat avec Talat Pacha et Djemal Pacha, qui sera connu comme les trois Pachas. Au moins c'est simple à retenir. En 1914, quand le conflit éclate, il engage l'Empire ottoman dans le camp des puissances centrales pour rendre l'Empire ottoman de nouveau génial. Bah oui, on a besoin d'unifier les Turcs autour d'un ennemi extérieur. Faisons la guerre. Notre pays est en perte de prestige. Faisons la guerre. On a besoin de moderniser. Faisons la guerre. Repousser le nationalisme slave. Agrandir notre sphère d'influence dans les Balkans et le Moyen-Orient. Bénéficier d'un partenariat économique juteux avec l'Allemagne lorsque celle-ci aura imposé sa domination sur l'Europe. La guerre, la guerre, la guerre. Problème. Le pays n'est pas prêt. Malgré une forte aide allemande, une réforme de l'armée menée sous l'égide de l'état-major prussien, l'Empire ottoman n'a pas les moyens de ses ambitions. La Sublime Porte s'engage dans une guerre industrielle moderne avec une économie archaïque. Les réseaux ferroviaires qui doivent connecter le pays sont inachevés au début du conflit et le matériel de guerre, entièrement importé, doit par exemple être déchargé et rechargé 8 fois avant d'atteindre le front de Palestine. Ainsi, les troupes, mal ravitaillées, souffrent constamment de pénuries alimentaires et sanitaires graves qui incitent à la désertion. En plus, l'armée est noyautée par des partisans des mouvements politiques ayant pris le pouvoir, qui s'immiscent dans la gestion des affaires militaires. Sachant que la Turquie vient de perdre coup sur coup 2 guerres dans les 2 années précédentes, la première contre l'Italie en Libye, la seconde dans les Balkans contre une coalition menée par la Serbie, la Grèce et la Bulgarie. Dès les premiers jours du conflit, Enver Pacha tente de reconquérir l'Égypte, définitivement perdue dans les années 1880. Cette tentative tourne rapidement au fiasco. Déjà, elle implique de traverser 300 km de désert sans ravitaillement. Question, qu'est-ce qu'il y a de plus visible qu'une armée qui traverse un désert? Les reconnaissances aériennes alliées suivent quasiment à la trace les mouvements de l'armée, notamment les hydravions qui alertent quasiment en temps réel les navires de guerre stationnés à côté et dotés d'une artillerie extrêmement puissante. Ainsi, dès que les Ottomans s'approchent d'une oasis pour se ravitailler en eau, et oui, 300 km à pied dans le désert, ça donne soif. La flotte alliée, à proximité de canons, les bombarde violemment. En plus de ça, les Alliés provoquent des inondations locales dans des secteurs proches du canal, ce qui crée des goulets d'étranglement pour l'avancée des troupes. Finalement, une division arrive le 2 février en vue de l'objectif. Elle tente de traverser le canal de Suez de nuit, juste après une violente tempête de sable qui les a désorganisés, et se font pulvériser instantanément par l'artillerie lourde alliée. Cependant, cet échec n'est rien comparé à ce qui se passe au nord-est. Enver lance une offensive le 22 décembre 1914 dans le Caucase, contre les Russes. Insuffisamment préparée, cette opération est un désastre stratégique et une tragédie humaine. L'armée est ensevelie sous les neiges. Les soldats n'ont pas d'équipement pour survivre dans des conditions de froid extrêmes et le ravitaillement est déficient. Des dizaines de milliers d'Ottomans meurent de froid, de faim, de maladie. Ceux qui restent sont facilement repoussés par les forces russes, avant d'être démolis par une violente contre-attaque. On estime que 10% de l'armée parvient à se replier sur ses positions initiales. Enver Pacha sauve sa propre vie de justesse et ne participe plus à aucune opération militaire. De peur de briser le moral national, une censure sévère est appliquée sur les nouvelles du front du Caucase. Et là, on arrive au pire. Enver Pacha, en recherche d'un bouc émissaire, accuse les Arméniens de la région d'avoir été aux côtés des Russes. En avril 1915, il donne l'autorisation à Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur, d'organiser le massacre des peuples chrétiens de l'Empire, assyriens, grecs pontiques et arméniens. C'est le point de départ du génocide arménien, qui entre déportation, marche forcée, famine et exécution sommaire, fait entre 1,2 et 1,5 million de morts, soit 77% de la population arménienne. Quelques jours après la victoire des Alliés, Enver Pacha démissionne et doit s'enfuir pour le Reich, à bord d'un sous-marin allemand. De là, il rejoint l'Asie centrale. Les 3 Pachas sont condamnés à mort par contumace en 1919 par les cours martiales turques. Enver Pacha mène une révolte pan-islamique au Turkestan, actuel Ouzbékistan et Tadjikistan. Il essaye d'opposer une résistance militaire musulmane aux bolcheviks. Sa petite armée est défaite par l'armée rouge de Trotsky
et il meurt au combat le 4 août 1922. Certaines légendes locales parlent de la réincarnation de son esprit dans son animal totem. Oh le fillon! Il a été changé en boule de merdasse! Un incompétent doublé d'un criminel de guerre donc. Pour la petite histoire, les 2 autres pachas seront retrouvés par la Fédération révolutionnaire arménienne et exécutés dans le cadre de l'opération Némésis pour venger le génocide arménien. Ce funeste trio laisse derrière lui une Turquie ravagée, occupée par les Alliés et en proie à la guerre civile. On passe au suivant, l'Américain John Pershing, à la tête du corps expéditionnaire américain en Europe entre 1917 et 1918. John Pershing naît dans le Missouri le 13 septembre 1860. Il entre à West Point, y est un élève moyen, mais un bon meneur d'hommes, ce qui lui permet d'en sortir avec le grade de sous-lieutenant. Il a une carrière intéressante avant la Première Guerre mondiale, il a vu plein de théâtres d'opérations super différents. Il sert dans des guerres contre les Apaches, combat Geronimo, prend part au conflit contre l'Espagne pour prendre le contrôle des Philippines, est envoyé au Japon en tant qu'observateur militaire dans la guerre russo-japonaise de 1905, se bat au Mexique contre une guérilla menée par le desperado Pancho Villa. Le 6 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Empire allemand de Guillaume II. À ce moment-là, il n'y a pas d'armée régulière américaine à proprement parler. Les États-Unis ne comptent alors qu'environ 250 000 soldats. Le général Funston, commandant de l'American Expeditionary Force, meurt le 19 février 1917 et Pershing est désigné pour lui succéder. Il est envoyé en Europe avec toute liberté et une seule contrainte fixée par le président Woodrow Wilson. Les États-Unis doivent conserver toute liberté d'action sur leurs hommes et surtout ne pas se mettre dans une position de dépendance vis-à-vis des Alliés. Les Américains, en entrant en guerre en 1917, vont pouvoir bénéficier du savoir-faire immense emmagasiné par les Franco-Britanniques, apprendre des erreurs de ces derniers, capitaliser sur leur expérience. Pendant son parcours d'intégration, Pershing assomme ses interlocuteurs de questions, s'intéresse à tout, cherche à capter un maximum d'informations pour se mettre à jour, affiner sa science stratégique et tactique, formater au mieux son armée pour... Eh non, tout ça c'est faux. Quand on lui explique que la doctrine de l'offensive à outrance est totalement dépassée, Pershing met ses 2 mains sur les oreilles et écrit qu'il n'entend rien. Quand on lui parle de combat interarmes, de coordination entre l'infanterie, l'artillerie et les blindés, il sort ses 2 guns et tire en l'air en criant « Bon, ok, je redeviens sérieux. » Non, le général applique à fond la consigne que le président Wilson lui a donnée. Pershing refuse catégoriquement que ses troupes soient incorporées dans les troupes alliées et insiste pour que le corps expéditionnaire américain reste une force indépendante. Ce qui complique tout. La logistique, la formation, la création d'une chaîne de commandement cohérente entre les différents pays. Et tout cela alors qu'à l'Est, le front russe est en train de s'effondrer et dans peu de temps, les forces allemandes vont pouvoir se concentrer sur le front ouest, bénéficier d'une force de frappe bien supérieure aux Alliés. Cela met l'état-major de l'entente dans une situation de stress absolu. Il y a urgence vitale de renforcer les forces franco-britanniques plus qu'éprouvées par les 3 années de conflit qu'elles ont endurées. C'est finalement à l'occasion de l'offensive allemande du printemps 1918, aussi connue sous le nom Kaiserschlacht, où Ludendorff lance toutes ses forces dans une attaque de rupture, que Pershing accepte le compromis et place ses troupes sous commandement allié. L'offensive allemande est finalement repoussée sans atteindre aucun objectif majeur et en ayant épuisé une grande partie de leurs ressources. Pendant cet épisode, on remarque que Pershing semble sous-estimer l'ennemi, s'obstine à lancer des attaques locales et imprudentes, qui exposent facilement ses positions à des contre-attaques allemandes. Il croit fermement que l'armée américaine, fraîche et en pleine croissance, doit jouer un rôle offensif décisif, coûte que coûte, même lorsque les conditions ne sont pas favorables. Les tactiques qu'il utilise sont largement obsolètes au moment où l'armée américaine entre en guerre. Il croit fermement dans l'offensive à outrance, en mettant l'accent sur des charges frontales d'infanterie, et il semble considérer avec un certain dédain certaines des innovations tactiques que les Britanniques et les Français ont développées après plusieurs années de guerre de tranchées, comme par exemple l'utilisation coordonnée de l'infanterie, de l'artillerie et des blindés. Ainsi, dans l'offensive Meuse-Argonne en 1918, Pershing dispose d'une écrasante supériorité en puissance de feu et en chars d'assaut. Les troupes allemandes sont épuisées, mal ravitaillées et en sous-nombre.
Eh bien, les Américains vont perdre 117 000 hommes en 47 jours, un ratio de perte 2 fois supérieur à celui de l'armée française pendant la même opération. S'il se retrouve dans la liste, c'est parce que contrairement à beaucoup d'autres, lui a eu l'opportunité de capitaliser sur toutes les erreurs commises avant lui par les généraux des différents camps et qu'il aurait pu s'en servir pour épargner beaucoup de vies humaines. Eh ben non, il s'est accroché à ses idées plutôt qu'à la réalité des faits. Comme le dernier de la liste d'ailleurs. Nivelle, le général français le plus détesté de la Première Guerre mondiale, le boucher du chemin des dames. Un cas très complexe qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus que pour les autres. Donc on va y aller tranquillement et n'hésitez pas dans les commentaires à remettre en question ce que je dis et à me faire part de vos opinions sur le sujet. Nivelle naît en 1856. C'est un artilleur de formation et fait des études brillantes à Saint-Cyr et à Polytechnique. Chef d'escadron en 1901, lieutenant-colonel en 1908, il sert en Indochine en tant qu'officier d'artillerie, participe au corps expéditionnaire envoyé en Chine pour réprimer la révolte des Boxers. Il sert à l'état-major de l'armée, puis en Afrique et en Algérie. Promu général de brigade en même temps que Pétain en octobre 1914 au début de la Première Guerre mondiale, il s'illustre d'abord dans la bataille de Dornach, en détruisant à l'ennemi 24 pièces d'artillerie, ce qui lui vaut sa première citation. Puis lors de la bataille de l'Ourcq, où ses canons mettent en déroute le 4e corps de la première armée du général von Kluck. 15 jours plus tard, il réussit un autre coup sur l'Aisne. En 1915, commandant la 61e division d'infanterie, il met au point un projet d'offensive pour enlever un saillant allemand face à Quennevières dans l'Oise. Après 11 jours de combats acharnés, il crève la ligne allemande au prix de lourdes pertes néanmoins. En décembre 1915, il commande le 30e corps d'armée. Après de nombreux succès en Picardie, il amène ce corps devant Verdun. En avril 1916, Joffre, qui trouve Pétain trop défensif, confie le secteur à Nivelle, secondé par le général Mangin. Après d'âpres combats, les deux généraux repoussent les offensives allemandes et stoppent définitivement l'avancée des forces du Kaiser au fort de Souville. En juillet, il reçoit la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Et c'est là que sa nature d'artilleur brille. Son emploi de barrage d'artillerie roulant lors de 2 contre-attaques françaises qui se soldent par une victoire éclatante, en octobre puis en décembre 1916, permettent aux troupes françaises de reprendre presque tout le terrain gagné par les Allemands au cours des 6 derniers mois précédents. Jusqu'à décembre, Nivelle conduit des offensives pour regagner le terrain perdu. En octobre, il lance la grande offensive menée par le général Mangin. Le fort de Douaumont est repris, et en novembre, le fort de Vaux. Ainsi, fin 1916, celui qui émerge comme le grand vainqueur de Verdun, c'est bien Nivelle, pas Pétain. Mais déjà, on a des premières controverses sur le peu de considération que Nivelle et son subordonné Mangin semblent accorder à la vie de leurs hommes, et le mot « boucher » commence à circuler petit à petit. Toujours est-il que Nivelle est au sommet du prestige et de la gloire. Il prétend qu'il a trouvé LA méthode pour sortir de l'impasse stratégique de la Première Guerre mondiale. Il rassure. Nous percerons le front quand nous le voudrons. Nivelle tient plusieurs conférences sur ce thème devant les politiques, qui achètent à fond son discours. Et ce, juste au moment où s'ouvre la succession de Joffre, à l'automne 1916. 3 candidats se dégagent alors. Castelnau, Pétain et Nivelle. Castelnau est écarté parce qu'il est lié au parti catholique. Pétain est trop défensif. C'est donc Nivelle qui est nommé le 25 décembre 1916. Rejetant la guerre d'usure, Nivelle opte pour le retour à l'attaque brusquée. Fin février 1917, il décide de lancer une offensive de rupture conjointement avec les Britanniques, entre Vimy et Reims. Cette offensive apparaît alors comme nécessaire. Le front Est est en train de s'effondrer et une première révolution a déposé le tsar Nicolas II. Il faut donc crever le front allemand en France avant que la Russie ne soit défaite et que l'Allemagne ne puisse retourner toutes ses forces à l'ouest. Nivelle va donc essayer sur un front de grande envergure ce qu'il a réussi à faire à Verdun. Son plan prévoit une concentration maximale de forces sur 30 km de front. Le terrain doit être préparé par un bombardement d'artillerie massif, chargé de détruire les premières lignes allemandes. Ensuite, les troupes d'infanterie s'élanceront, protégées par un barrage roulant d'artillerie. Mais, dès les préparatifs, tout semble aller de travers. Les Allemands se replient sur la ligne de fortification Hindenburg, ce qui réduit considérablement la taille du front à défendre et rend leur position beaucoup plus solide. Les Alliés mettent une semaine à s'en rendre compte et doivent changer leur plan. Nivelle a insisté sur l'effet de surprise comme facteur décisif. Or, l'opération est un secret de polichinelle. On ne parle que de ça à Paris.
Nivelle lui-même en aurait parlé à des journalistes lors d'un dîner. De toute façon, les préparatifs ont lieu sous le nez des Allemands, qui les observent depuis leur fortification en surplomb des positions françaises. Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, le plan d'attaque est saisi par les Allemands dans la sacoche d'un sergent-major. Alerté, mais sûr de lui, Nivelle refuse de changer son plan d'opération, contrairement à ses ennemis qui renforcent leur défense en faisant venir 6 nouvelles divisions. En outre, une partie des militaires critique l'offensive. Le plan ne tient pas assez compte du terrain qui est très défavorable, les troupes françaises se situant en contrebas et devant se lancer à l'assaut de pentes fortifiées. D'autre part, le bombardement sur 30 km de front ne pourra pas être aussi dense que lorsqu'il s'agit de prendre un fort, et le rapport de force entre attaquants et défenseurs n'est que de 3 contre 2, ce qui est largement insuffisant. Entre-temps, le gouvernement qui a nommé Nivelle change et le nouveau ministre de la guerre, Painlevé, est hostile à Nivelle. Ce dernier, critiqué par la classe politique et les militaires, offre sa démission qui est néanmoins refusée. Nivelle s'engage cependant à stopper son offensive dans les premières 24 ou 48 heures en cas d'échec. Ainsi, bon an mal an, la bataille du chemin des Dames s'engage le 16 avril 1917, à 6 heures, lorsque les hommes sautent des parapets et gagnent les premières lignes ennemies. Elle échoue immédiatement. Selon les dires d'un député, la bataille a été livrée à 6 heures. À 7 heures, elle est perdue. Un peu partout sur le front, les hommes se rendent compte que l'avancée n'est pas aussi rapide que prévu. En effet, ceux qui se sont lancés à l'assaut échouent contre des deuxièmes lignes très peu entamées par les bombardements. Ils sont de plus pris en enfilade par des nids de mitrailleuses cachées et sont même parfois attaqués à revers par des soldats allemands qui sortent de souterrains. À 9 h, à l'est du chemin des Dames, les chars d'assaut sont engagés et immédiatement cloués par l'artillerie, ou bien s'enlisent dans les marécages. À 14 h, le soldat Paul Clairefeuille écrit dans son journal « Moi qui ai entendu parler du plan, je sais qu'à 7 h nous devrions déjà avoir passé Craonne et être dans la vallée de l'Ailette. Je dis aux camarades, ça ne va pas. » C'était vrai, le plan d'attaque du général Nivelle est raté. En fin de journée, les gains de terrain sont minimes et les pertes effroyables. En 24 heures, l'armée française perd 43 000 hommes, dont 13 000 tués. Le corps sanitaire est totalement dépassé par l'ampleur des massacres. Et on a des embouteillages de blessés devant les hôpitaux de campagne. En dépit de sa promesse, Nivelle poursuit son offensive. Dès la première semaine, les pertes s'élèvent à 134 000 hommes, dont 30 000 tués, selon l'historien Jagielski. Et ainsi jusqu'au 15 mai, où Nivelle est relevé par Pétain. Ce jour même, on reporte au gouvernement des premiers actes de désobéissance. Du 20 mai jusqu'à la fin du mois de juin, le front est secoué par les mutineries qui affectent plus de 150 unités. Ces refus d'obéissance concernent souvent des troupes au repos que l'on veut renvoyer à l'assaut. Le message des troupes en substance est le suivant. Nous voulons bien défendre le pays, nous voulons bien nous battre et tenir le front, mais nous refusons d'être sacrifiés pour rien. Ainsi, au-delà de pertes que l'on peut estimer à 200 000 hommes, que d'ailleurs l'armée française ne peut plus se permettre en 1917, l'offensive Nivelle a détruit le moral des soldats. Parce que l'attaque du chemin des Dames symbolise tous les errements de la Grande Guerre. L'échec était annoncé par presque tous les militaires. Nivelle s'est entêté et s'est progressivement déconnecté de la réalité. Il a survendu son attaque avec des déclarations outrancières. Nivelle a fait croire à la troupe que cette attaque était la dernière et que la guerre serait gagnée. Cette annonce absurde a été crue par les soldats. La déception a été à la mesure de l'espérance. Après avoir expliqué que la surprise était la clé de la victoire, le général n'a pu maintenir le secret qui a très rapidement et très facilement été éventé. Mis devant le fait accompli, le général en chef n'a plus tenu en compte de l'effet de surprise. Ainsi, l'assurance de Nivelle n'a ensuite servi qu'à recouvrir l'incohérence de ses raisonnements. Il a choisi le terrain le plus difficile, il s'est concentré sur la zone où les défenses allemandes avaient été renforcées, à l'heure exacte où les Allemands l'attendaient. Après l'échec des premiers jours, on voit une sorte de fuite en avant d'un Nivelle qui continue à croire à sa théorie, en dépit de la leçon des faits. Plus que jamais, les soldats ont le sentiment d'être envoyés à la mort, inutilement. C'est au final le sentiment très amer d'un immense gâchis qui domine avec lui. Parce que lui, contrairement à d'autres, a trouvé beaucoup de clés pour résoudre l'impasse tactique de la Première Guerre mondiale. Et avant de tout foutre par la fenêtre, au cours de son offensive du chemin des Dames. Et à partir de là, il coche les cases décisives qui me poussent à le mettre sur cette liste. En gros, quand l'ego prend le pas sur la raison et que ça envoie des milliers d'hommes à la mort.
Je vais en rester là pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un like, à vous abonner, et moi je vous souhaite une très bonne journée.